Je vous entends de nouveau. Nous aussi. Ça, c'est vrai que c'est les micros et les caméras. Eh bien, nous démarrons cette session des vendredis du digital. Merci beaucoup à tous. Bonjour, bienvenue dans ce cycle des vendredis du digital autour du sujet Contract Management à l'ère du digital, une transformation smart. Alors, je vais commencer tout simplement par remercier évidemment vous tous, nos auditeurs fidèles qui nous écoutez à distance encore pour des raisons de règles sanitaires, mais bientôt on a l'espoir de vous accueillir en direct de nos locaux. Je voudrais aussi remercier vivement mes trois invités qui me font l'honneur d'être présents à notre côté. On présentera tout à l'heure ces trois invités, ainsi que Didier Dallot, notre expert interne sur Legal Data, Compliance et Risques. Alors, cette conférence est organisée aujourd'hui par l'agence conseil Piment IT, donc du groupe Piment, qui est un acteur majeur spécialisé dans la convergence conseil métier et transformation plateforme digitale. Quelques règles pour tout le monde et que la conférence puisse se passer dans les meilleures dispositions. À vous qui nous écoutez, de bien garder vos micros éteints ainsi que vos caméras. En revanche, vous disposez d'une petite fenêtre chat qui va vous permettre déjà de me confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Et également, n'hésitez pas tout au long de la conférence de poser vos questions à nos invités. On se fera écho de celle-ci, donc n'hésitez pas tout au long d'utiliser cette fenêtre chat pour vos questions. Vous l'avez vu, donc on est dans ces superbes infrastructures du Life Hub du groupe Bayer qui en fait porte l'innovation et les dynamiques digitales. Donc on leur remercie à nouveau énormément pour nous accueillir et participer à cet partenariat en tout cas sur l'activité digitale au sein du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. C'est également pour moi rapidement l'occasion de me présenter. Donc, je suis Hélène Noguès-Brunet, consultante en direction de projet et j'accompagne à ce titre les organisations dans leur transformation digitale et livrer avec la qualité attendue leurs projets. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir à distance, mais il est bien avec nous, Emmanuel Tanet. Bonjour. Bonjour. Du groupe Schneider Bonjour Hélène. Electric. On a également à ses côtés Nicolas Charpentier. Bonjour à tous. Et monsieur Aliment Daniel du groupe Aegis. Bonjour. Voilà. Si vous êtes d'accord, messieurs, on peut commencer dans le vif du sujet, en tout cas, à vous présenter rapidement, nous expliquer quels sont aujourd'hui vos rôles et responsabilités au sein de votre organisation. Et puis présenter peut-être aussi en deux mots vos organisations, leurs activités, qu'on ait votre contexte et votre environnement aujourd'hui d'activité. Alors je vais commencer par vous, Emmanuel, puisque vous êtes à distance et vous pouvez ouvrir effectivement la parole. Est-ce que déjà vous nous entendez bien, Emmanuel, ça... Parfaitement, la connexion est parfaite. Super. Alors dites-nous un petit peu, vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au sein du groupe Schneider Electric ? Alors, je suis Schneider Electric, je suis en charge, je suis responsable de l'équipe Contract Management qui supporte les... Alors là, on ne vous entend plus, Emmanuel. Il y a eu, le micro s'est coupé pour je sais quelle raison. Donc, le Global Application Center est mon client principal et on les supporte tant en phase d'offre qu'en phase d'exécution sur les projets complexes à l'international du groupe Schneider Electric. Donc, le terrain de jeu est assez grand d'un point de vue géographique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, au Middle East, plus quelques autres pays un petit peu complexes qui peuvent être en dehors de ce terrain de jeu. Très bien. Et c'est une fonction que vous occupez depuis maintenant quelques années ou...
J'ai rejoint Schneider il y a environ 9 ans et j'occupe cette fonction depuis 4 ans. D'accord. Euh, voilà. Et une équipe très dynamique, motivée, avec beaucoup de challenges en face de nous. Et donc, je suis ravi de participer à cette table ronde et d'avoir été invité. Et je vous prie une nouvelle fois de bien vouloir m'excuser de ne pas être avec vous physiquement. Et j'ai eu une urgence professionnelle ces derniers jours. Bah, les outils digitaux font qu'aujourd'hui, on peut vous accueillir, même virtuellement. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci. Nicolas, peut-être Charpentier, même exercice, nous expliquer voilà, quelles sont aujourd'hui vos responsabilités, l'activité de votre groupe, votre département. Alors, bonjour à tous, Nicolas Charpentier. Donc, moi, je suis responsable du contract management au sein d'Air Liquide Advanced Technologies. Donc, c'est une société du groupe Air Liquide qui est basée aux portes de Grenoble, à Sassenage, et qui compte environ 1 millier de personnes. On va dire que contrairement à l'activité majeure du groupe qui est de produire et de distribuer des gaz, nous créons des solutions technologiques mettant en œuvre justement ces gaz dans les domaines de l'énergie propre, de la protection de la vie, de l'exploration de l'univers et de la matière. Globalement, on est séparé en 4 business units principales: gaz et cryogénie, nouvelles énergies, aéronautique et spatiale. Si je veux essayer de résumer rapidement notre activité, on a une activité de projet, c'est-à-dire que on va signer des contrats qui vont avoir une durée d'exécution entre on va dire 18 et 36 mois, des contrats de type projet clé en main. C'est principalement l'activité de nouvelles énergies et de gaz en cryogénie avec des stations hydrogène, les stations biogaz ou des grandes usines de réfrigération pour des instruments scientifiques comme ITER. Et une deuxième activité qui est plus une activité qu'on appelle programme, un peu typique de l'aéronautique et du spatial, puisque là, on va être dans une phase une première phase du programme qui va être un développement d'un produit ou d'un système jusqu'à la qualification pour aller dans un lanceur ou dans un avion. Et une fois que ce système ou ce produit sera qualifié, on va rentrer dans une partie série et on va produire le système pendant la durée de vie du lanceur ou de l'avion. Donc, c'est des contrats qui font 20 à 30 ans. D'accord. Donc, voilà, des activités très différentes qui donnent au contract management, j'ai envie de dire, beaucoup de challenges, parce que ce n'est pas la même chose de gérer effectivement des contrats de 30 ans que des contrats clés en main de 16 mois. Le département contract management est assez récent puisqu'il a été créé en 2018. D'accord. Lors de mon intégration dans le groupe. Et aujourd'hui, on adresse la totalité en fait du périmètre et on dépend de la direction des grands projets. Qui est en fait un centre d'exécution des grands projets complexes à l'international pour les business units. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être Daniel de reprendre cet exercice. Donc Daniel Aliment du groupe EJ. Vous, oui. Pareil, vos responsabilités, votre secteur d'activité. Alors, moi, je suis le directeur des contrats pour la business unit Grands ouvrages eau, énergie, environnement du groupe EGIS. Donc, EGIS, c'est un acteur international de l'ingénierie, de la construction et des services à la mobilité. On crée, on exploite des infrastructures de bâtiments à même de répondre à l'urgence climatique et aux grands défis de notre temps. Voilà. Vous avez quelques chiffres clés sur l'écran. Donc, on est le premier ingénieriste français. On a également une activité. Notre activité est empreinte de projets, c'est-à-dire qu'on gère essentiellement des projets de construction d'ouvrages linéaires, que ce soit des infrastructures ferrées, métro, du fluvial, barrages, également une centrale nucléaire, etc., sur toute l'activité génie civil. Donc nous avons une granulométrie de projets extrêmement diverses, parce qu'on a des projets de 5 000 € pour une petite étude d'impact, des projets de plus de 80 millions d'euros sur plusieurs années à administrer. Et voilà. Donc mon rôle au sein de la BU, c'est essentiellement d'accompagner les projets majeurs. Et le défi, vu la granulométrie des projets, c'est également de faire monter en compétence nos chefs de projet pour qu'ils acquièrent cette culture du contract management,
On comprend bien en fait que sur plusieurs milliers de projets à l'année, on ne peut pas mettre un contract manager derrière chaque chef de projet, donc il y a tout un travail de coaching et de training. Voilà, outre les outils digitaux dont nous parlerons. Voilà, d'où la réflexion. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous diriez finalement vos enjeux, qu'est-ce que vous avez en perspective pour l'année à venir qui structure votre... Alors, on a au niveau du groupe, on a un projet de transformation et la digitalisation fait partie de ces enjeux. Alors, digitalisation, pas nécessairement sur le contract management. En fait, on est plutôt dans une digitalisation qui accompagne les activités d'engineering, c'est-à-dire le BIM, les jumeaux numériques, etc. Donc, un certain nombre d'outils. Métiers. Mais nous avons cette réflexion. Aujourd'hui, on a la signature électronique, simplement. Mais nous n'avons pas d'outils de contract management, de CLM, comme on appelle, en place. On a entamé un mapping et on va voir ça. De se faire une opinion. Voilà. On va voir ça dans le détail, justement. Donc, l'intérêt de ces échanges, vous l'avez compris, et c'est l'essence des vendredis du digital, c'est vraiment de vivre les coulisses, en fait, de vos transformations. Là où vous en êtes dans votre histoire, la compréhension, vos convictions, etc. Donc, c'est vraiment un partage de derrière le rideau, de comprendre comment vous vivez ça. Et puis, ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont certainement très attentifs si vous avez ces forces de conseil, recommandations ou de retour d'expérience sur ce qui marche moins. Merci beaucoup pour ces premiers échanges. Peut-être Didier Dallot, notre expert interne, quelques mots sur effectivement votre contribution au sein de l'agence. Merci Hélène. Alors Hélène, en tant que dirigeante de Piment, je voulais d'abord vous remercier vous-même par votre talent d'animatrice, et puis Bayer et toutes les équipes Bayer que vous ne voyez pas à l'écran mais qui sont derrière et qui font un travail formidable. Ça, c'est le premier élément. Alors moi, j'ai la lourde tâche de me présenter et d'introduire le sujet, donc j'ai essayé de faire bref. Donc moi, je suis Didier Dallot, je suis directeur général adjoint et associé fondateur du groupe Piment. Donc Piment, groupe de conseil digital créé en 2009. Donc vous avez deux entités, une entité qui s'appelle Piment Advisory, à l'intérieur une entité qui s'appelle Piment Exécutif, dont j'avais la charge qu'en 2016, et qui a été brillamment reprise par mon associé, qui développe des activités de conseil en contract et claim management, qui regroupe un peu plus de 70 collaborateurs, qui font à la fois de l'analyse de risque contractuel, de la gestion contractuelle et clairement du claim management. Tout ça dans les projets complexes, parce qu'aujourd'hui, la discussion porte surtout sur les projets complexes. On pourrait parler de smart contract, de blockchain, avec les différents aspects dont les variantes du Bitcoin sont là, mais l'objectif est des projets complexes. Donc nous sommes spécialisés dans les projets complexes, tant dans le domaine de l'IT que de la construction ou des grandes infrastructures. Et donc maintenant, moi, je suis plus sur la digitalisation du droit, donc avec nos équipes de Piment Digital Solutions, même si j'aide toujours sur les projets stratégiques mes anciens collègues, je ne vais pas les quitter comme ça. Et l'objet, c'est de dire que maintenant, le droit est non seulement une arme, mais aussi un instrument de puissance. Donc nous travaillons sur 3 axes, avec les différentes plateformes que vous avez à l'écran. D'abord, le premier axe, qui est un axe classique, comme l'évoquait Daniel il y a quelques instants, d'automatisation de la gestion du contract management. Un deuxième axe, qui est un axe d'anticipation des risques, parce que le métier à la base de Piment est l'anticipation des risques de toute nature. Donc là, on travaille avec nos grands clients pour anticiper les risques contractuels, parce que le meilleur contrat est celui qui se passe sans litige, je le rappelle. Et enfin, la valorisation, et j'espère qu'on en reparlera, des data, de la data, parce que finalement, le contrat est un sous-jacent, mais le contrat lui-même a une valeur. Comment est-ce qu'on le valorise? Comment est-ce qu'on le sécurise? Comment est-ce qu'on le protège? On parle de privacy, mais là, on peut citer toute l'extraterritorialité du droit, hein, que ce soit aux États-Unis avec les lois extraterritoriales, en Russie avec la loi 622 passée en avril 2021, avec la Chine, avec le rapport Gauvin qui a été fait en France. Donc c'est comment les entreprises valorisent ce potentiel.
Le tout est bien supérieur à la somme des parties, disait le grand Aristote. Donc c'est ça l'objet. Donc pour introduire le sujet, puisque vous m'avez confié cette tâche, cher Alain, et j'espère ne pas vous décevoir, oui, le contract management se digitalise, mais je dirais que c'est les 3D, sans aucune allusion à mes initiales. Digitalisation, désintermédiation, dématérialisation. Ce qu'on constate, et les autres intervenants pourront converser sur le sujet, c'est qu'on a, au vu de nos clients, une très grande diversité. Certains qui en sont au papier. Hein, je me souviens un claim qu'on avait fait il y a 15 ans avec une de mes associés où il n'y avait que du papier enfermé dans une salle. Et d'autres en sont à de la justice prédictive, avec un client auquel on mène à du litige prédictif. Donc la variété est multiple. Quoi qu'il en soit, je pense que ce métier, comme le métier du contract management, est en train de changer. On reparlera, j'imagine, tout à l'heure de l'intelligence artificielle. En tout cas, tous ces métiers changent. Et nous-mêmes, nous fabriquons, grâce à nos différentes plateformes, private, contract, des data rooms pour nos clients sécurisés. Donc, il y a une multiplicité de la digitalisation au niveau des acteurs que nous vivons. Et ce sera peut-être l'intérêt de nos intervenants de nous en dire plus sur le sujet. Alors effectivement, merci Didier pour ces éléments de contexte. Cette variabilité, est-ce que vous vivez? Quelles sont, je dirais, un petit peu aujourd'hui les positions de vos entreprises respectives, leur maturité sur ce sujet du contract management à l'ère du digital? Vous diriez, vous en êtes où concrètement? Alors, nous, au sein du groupe Aegis, on a une practice contract management assez établie dans certaines BU. La BU conseille, par exemple, à des praticiens et nous intervenons sur de la prestation ad hoc, sur des grands projets. Et on a également des BU qui ne sont pas totalement convaincus de l'intérêt du contract management. C'est-à-dire que pour elles le voient plutôt comme une activité juridique, ex ante, à l'acquisition des contrats. Et derrière, c'est une activité de gestion de projet. Et puis, c'est plutôt de l'appui. Finalement, il n'y a pas forcément systématiquement de gestion prédictive des litiges. Sur les grands projets, je dirais que c'est systématique. On a vraiment une approche par les risques, comme vous le disiez. Et effectivement, les projets qui sont significatifs, qui ont un impact fort à la fois pour nos clients sur la gestion des gros projets de construction ou également pour nos propres honoraires, là, on staff avec des contract managers professionnels. Voilà. Mais je dirais les outils de digitalisation, on les trouve plutôt sur les très gros projets, sur la gestion des changements, une fois que le contrat est signé, si vous préférez. Hein, donc on va voir qu'effectivement, dans les suites de contract management qui existent sur le marché, elles sont particulièrement bien développées sur toute la phase d'acquisition du contrat. Mais la gestion des événements post-signature, et tout au moins pour certains acteurs, n'est pas encore arrivée à maturation. Et nous, en fait, on inscrit réellement le contract management dans la gestion de projet, puisque c'est notre ADN. Et c'est là qu'il faut que l'on se dote d'outils, si vous préférez, pour tracer les événements et être capable, justement, de construire des dossiers de réclamation, des dossiers de contre-réclamation à terme. Voilà. Est-ce que vous diriez, Monsieur Tanet, Monsieur Charpentier, sur cette maturité finalement de... Alors, chez Air Liquide Advanced Technologies, en tout cas, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le service contract management, le département est assez jeune, même si la démarche a été initiée dans le préalable, mais vraiment on va dire la construction de l'organisation avec du contract management date d'il y a 3-4 ans maintenant. Donc on est dans une phase, on va dire, de développement sur certains aspects, une phase de consolidation sur d'autres. Et donc aujourd'hui, on est pleinement intégré évidemment dans la vie des grands projets en tant que binôme du project manager. Donc là, il n'y a pas de questionnement. Et après, sur le support OBU, on intervient effectivement un peu comme expert
sur des problématiques précises ou comme accompagnant pour influencer la culture du contract management à chaque project manager, parce qu'effectivement, on ne mettra pas un contract manager derrière chaque project manager, ce n'est pas possible. Par rapport on va dire, au développement du digital, bon, on est encore un peu jeune, évidemment, dans le service pour le mettre au goût du jour. Ceci étant, nous, dans l'ADN de notre entreprise, on est très axé, on va dire, nouvelles technologies, et c'est quelque chose qu'on souhaite regarder assez rapidement. Ça, c'est pour, on va dire, ALAT, Advanced Technologies. Au sein du groupe Air Liquide, il y a une démarche qui est déjà en cours sur toute cette partie digitalisation via le procurement, en fait. Il y a une démarche de e-procurement qui va intégrer des couches, on va dire, de contract management. Voilà. Donc, ça se met en place. Ça se met doucement en place, effectivement, et pour l'instant, c'est l'exploratoire, j'ai envie de dire, au sein d'Advanced Technologies, pour pouvoir être, non pas courir après le train, mais être dans le train au bon moment, quand ça sera le temps venu. D'accord. Emmanuel, vous, sur votre groupe, votre département, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous êtes aussi en train d'évaluer quel train vous allez prendre? Vous êtes déjà à bord du train ou... Alors, au niveau du support en tant que tel des équipes, on est un petit peu dans le même positionnement que les équipes d'Air Liquide, intervenant en phase d'offre, phase d'exécution, essayant aussi, comme Aegis, de faire monter en compétence nos équipes, et on est bien conscients tous qu'on ne pourra pas mettre un contract manager derrière chaque contrat, chaque projet. Après, sur la culture d'entreprise, aujourd'hui, chez Schneider, un produit ne peut pas être lancé en fabrication s'il n'est pas connecté ou connectable. Ça, c'est une règle qui a été édictée, à part dans certains secteurs spécifiques de type nucléaire ou défense. Il y a une volonté forte de vraiment rendre tous nos produits connectés et connectables. Et suite à cette initiative qui a été lancée il y a plusieurs années, a été demandé à chaque département de lancer des initiatives de digitalisation. Donc ça a pris différentes formes. Et de notre côté, au niveau du contract management, on a eu quelqu'un qui a vraiment été convaincu et un peu leader et moteur en la matière, et qui nous a demandé il y a 2 ans de commencer à regarder ce qui se faisait sur le marché en matière d'outils logiciels d'aide au contract management ou de CLM. Donc on est reparti sur des premiers travaux qui avaient été initié par l'Association française de contract management en fin 2017, qui a fait un panorama des outils disponibles en la matière sur le marché. On est reparti de cette étude, et déjà le premier constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y avait énormément d'outils qui avaient évolué, des acteurs qui étaient apparus, d'autres qui avaient disparu. Donc déjà, le premier signal qu'on a pu voir, c'est que les choses évoluaient. Et voilà, et évoluer très vite. Est-ce que, si je vous coupe, Emmanuel, mais vous me dites donc en interne, vous nous expliquez que finalement, il y a cette culture ou cet enjeu, en tout cas de la digitalisation, qui est porté, et par effet, vous vous en saisissez. Est-ce que vous diriez, messieurs, que justement, comment finalement ce projet, cette transformation, elle se met en place en fait? Qu'est-ce qui est moteur? Qu'est-ce qui fait qu'on se saisit du sujet? Et comment on est sûr qu'on s'en saisit, j'ai envie de dire, de la bonne manière? Est-ce que ça, vous avez une... Je pense que les sociétés qui vont passer le cap, c'est celles qui vont peut-être comprendre que la digitalisation des contrats et la gestion contractuelle, ce n'est pas uniquement, on va dire, réduire des coûts de traitement, de stockage, savoir où aller chercher l'information, parce qu'on aura un historique, effectivement, sur un contrat qui dure 30 ans, des différents avenants. Mais c'est les sociétés qui vont probablement comprendre qu'on va maîtriser les risques financiers et juridiques avec. En fait. Et aujourd'hui, c'est vrai, je rejoins mon camarade d'Aegis, il y a beaucoup de solutions, on va dire, pré-contrat, qui vont effectivement défendre certainement juridiquement très bien les entreprises. Par contre, tout ce qui va être traitement, une fois que le contrat est signé,
Là, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est dans cette maîtrise-là, pour moi, qu'on va vraiment avoir une valeur ajoutée de ces outils numériques. Pas uniquement, on va dire, du gain de coût de traitement qui, au final, au bout de quelques années, ne seront plus là, en fait. Ils vont être là au début, mais plus à la fin. Alors que maîtriser sa marge, maîtriser ses risques, ça sera toujours là, quoi. Maîtriser sa marge et maîtriser ses risques, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Mais encore plus important, il est encore plus important de mon point de vue que d'être capable de démontrer la valeur ajoutée et l'augmentation de la marge ou des chiffres d'affaires que cela peut générer. Puisque lorsqu'on est capable de tracer les événements qui se produisent en cours d'exécution, de refaire l'historique, de réécrire l'histoire, on est donc capable d'établir des réclamations soit offensives, soit défensives, et on va démontrer un impact sur le PNL de l'entité, PNL du projet. Et je pense que c'est l'une des clés du succès, c'est d'être capable de démontrer aux financiers qui doivent valider l'investissement ou non dans l'outil, quel est le retour sur investissement que l'on va obtenir. Et là, des KPI bien mis en place peuvent servir à faciliter la prise de cette décision. Pour moi, c'est l'une des clés du succès de la mise en place de tels outils dans des entreprises. Ouais, je te rejoins, Emmanuel. Alors après, le point, je pense que c'est très difficile. Enfin, en tout cas, c'est pas si facile que ça de mettre des KPI sur de l'amélioration de marge, parce qu'on sait tous que ça peut être dû à de la non-qualité, à du sourcing de meilleure qualité, etc. Donc, il y a tellement d'événements qui peuvent influencer la marge que, effectivement, la digitalisation, comment elle permettra in fine, on le verra probablement sur la gestion de réclamation qui va se faire plus facilement. Donc un petit peu comme quand on a introduit le contract management il y a quelques années, c'est-à-dire c'est peut-être via la réclamation, le traitement dans l'efficacité de la réclamation, où on pourra avoir un exemple concret en fait. C'est comme ça qu'un peu le contract management est né, c'est par la réclamation, et petit à petit on fait du préventif, on anticipe pour éviter la réclamation. Si on fait un bon contract management, il ne devrait pas y avoir trop de réclamations dans la théorie. Oui, je pense que pour rebondir, Nicolas, sur ce que vous dites, je pense qu'il y a deux axes, et Emmanuel et Nicolas l'ont bien dit. Premier axe, c'est l'automatisation de la gestion, donc quelque chose de la productivité, certes, qui se mesure. Et après, je pense que le juge de paix, comme le dit Nicolas, pas évident de savoir est-ce que c'est l'outil ou l'homme. Bon, le juge de paix sera finalement le nombre de litiges qui décroît et qui se résolvent automatiquement. Ce sera ça le juge de paix, à mon avis, qui permettra de dire OK, on a eu moins de litiges, donc les outils nous ont aidés. N'oublions pas que les outils ont un apport énorme dans la gestion probatoire. On est en contrat, on est en litige, la gestion de la preuve, la gestion de l'évidence. Hein, quand le management de l'évidence devient l'évidence du management, eh bien, clairement, l'outil va permettre, l'outil digital va permettre, et je suis en ligne avec Nicolas, plus on va augmenter la présomption de litige, plus on va les prévoir, et on pourra vous dire on a un ROI, mais comme le disait Daniel, vous diriez... un ROI. Oui, tout à fait. Vous, sur cette question justement de comment on valorise, comment on rend compte des bénéfices de tels projets de digitalisation sur le contract management, c'est si évident que ça, ou comment vous... C'est absolument pas évident, parce qu'effectivement... il peut y avoir du cost avoidance parce que finalement vous avez un très bon chef de projet. Il a beau ne pas avoir d'étiquette de contract manager, mais bon, ça va rédiger, il va savoir tracer ces événements. Puis vous avez des projets, vous avez des chefs de projet un peu plus juniors, vous avez également du turnover, donc avec la nécessité de capitaliser l'information du projet sur plusieurs années. Et puis vous avez une réclamation du client ou d'un contractant, et là il faut retracer l'histoire en fait. Et là il y a des outils, l'appel à l'intelligence artificielle, l'analyse linguistique également dans des bases de mails pour essayer de donner du sens sur des mots-clés. Par exemple, on sait que sur des projets de construction, le risque de sol, généralement, c'est un facteur de risque important, et c'est souvent
source de réclamation de la part des clients. Hein. Donc, sur des mots-clés comme ça, on peut retrouver un certain nombre de faisceaux. C'est-à-dire, finalement, on a réagi à tel moment, mais on avait déjà des signaux précurseurs à tel moment. Essayer de retrouver les correspondances pour essayer de retracer un lien. Après, je dirais que sur des très gros projets, généralement, c'est extrêmement bien tracé. Sur des projets de plus petite ampleur, les outils ne sont pas les mêmes. Donc, nécessairement, on n'a pas d'homogénéité dans nos outils, en fait. Et c'est là où il faudra certainement travailler à travers nos différentes BU et nos différentes activités au sein des BU. Alors, ces facteurs justement de succès dans ces projets, leur mise en œuvre, leur préparation, j'ai entendu que vous étiez plutôt en phase d'observation, de compréhension de l'offre. Comment on se saisit de ça finalement? Quelles sont les étapes ou qu'est-ce qui... Je pense qu'en premier, il faut bien définir son objectif en fait. Si son objectif, comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt de la maîtrise de ses coûts au travers, enfin un gain de coûts, de traitement, etc., on va être certainement plus axé sur des outils où il y aura des flux automatiques, où il y aura des enregistrements, des demandes de signature, des comparaisons entre les règles internes de la société et puis les termes et conditions proposés par les clients ou les fournisseurs. Effectivement, ce n'est pas la même démarche que l'outil qui va permettre de faire de l'analyse prédictive ou prescriptive. Parce qu'aujourd'hui, dans la centaine d'outils qui existent, il y en a qui sont plus axés sur certains types de supports que sur d'autres. Donc déjà, je pense que la première chose, c'est de se dire quel est mon objectif premier entre les deux. Et après, je dirais, savoir si on adresse plutôt les achats ou les ventes, enfin le périmètre sur lequel on va l'implémenter. Les achats paraissent, les contrats d'achat pour une société, ça paraît un peu plus évident parce qu'en fait, on est plus dans des standards. On est un peu plus sur les CGA ou les CGV de son fournisseur, mais c'est pas très éloigné au final. Alors que nous, en tout cas, dans notre activité, nos contrats clients sont très différents. Donc en fait, l'automatisation et la transformation autour de choses standards, c'est quand même beaucoup plus facile et on fait apprendre à la machine beaucoup plus rapidement qu'en fait, une fois on a un retour d'expérience tous les 5 ans. Quand on a un retour d'expérience tous les 5 mois, ça va quand même beaucoup plus vite. Et en fait, la difficulté, enfin pas la difficulté, mais l'un des enjeux, c'est vraiment de faire apprendre la machine. Sinon, on va juste simplement enregistrer dans des bases de données des choses. On pourra aller les chercher, on les aura, c'est déjà bien. Mais par contre, si on veut tirer tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est d'exploiter ces données. C'est-à-dire qu'on arrête, que l'humain n'intervienne finalement qu'un peu plus tard, parce qu'il y aura déjà une analyse qui aura été faite pour guider ou pour... quand même pas pour décider, je pense qu'on n'en est pas là, mais voilà. Daniel, vous... Comme le disait... Oui, en fait, Comme le disait Nicolas. Ah pardon, allez-y, Didier. Oui, effectivement, achat ou vente. Effectivement, quand on prend le sujet par les achats, c'est plus simple puisqu'on maîtrise nos conditions. Et le fournisseur doit rentrer dedans ou les challenge. Effectivement, quand ce sont nos clients qui nous imposent leurs conditions, qui nous les proposent, notamment quand c'est la sphère publique, vous avez un CCAG de marché public, vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines clauses, si vous voulez signer le marché, vous le signez. Bon, donc après, vous pouvez essayer d'adapter les choses dans les conditions particulières, mais tout n'est pas négociable. Donc effectivement, nous, on a énormément de marchés publics sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Donc finalement, il y a assez peu de place à la négociation. Après, on est plus dans la gestion événementielle, effectivement, une fois que le contrat est obtenu. Sur les marchés privés, c'est différent. Là, on a la liberté de contracter, les clients ont une maturité contractuelle assez différente. Et là, de toute façon, on a des référentiels de ce que l'on peut accepter, ce qu'on n'acceptera pas. Le plafond de responsabilité, par exemple, sont des choses qui vont être regardées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas automatisé chez nous. C'est-à-dire que le juriste et le chef de projet ou le directeur des ventes sur une activité travaille encore, si vous préférez, avec des documents Word, en redlining sur du document Word. On n'a pas, si vous préférez, un contrat de prépository, etc., avec de l'intelligence artificielle qui va scanner les clauses que le client nous propose,
pour essayer d'identifier les écarts par rapport à un référentiel acceptable pour Egis. Donc ça, c'est ce que nous vendent les éditeurs logiciels. Moi, je ne l'ai pas vu tourner. Donc, ça serait intéressant d'avoir le retour de Piment. Alors, évidemment, qu'est-ce qui tourne effectivement? Parce qu'il y a beaucoup de promotions autour de ça. Voilà. Après, j'ai vu effectivement des démos en achat, notamment BP, qui avait travaillé avec un éditeur de logiciels, où il travaillait sur un scoring, si vous préférez, de l'offre du fournisseur, parce que finalement, une décision d'achat, c'est un prix versus un risque. À partir du moment où on arrive à scorer un risque sur une proposition, par exemple une clause d'assurance responsabilité civile, vous pouvez très bien avoir des gros acteurs qui vont vous offrir 15 millions de couverture et puis un petit acteur qui n'aura pas plus d'1 million. Si vous exigez 5, si vous figez la donnée, vous allez nécessairement vous exclure une partie du marché. Donc cette approche était assez intelligente parce que finalement le fournisseur indiquait ce qu'il offrait en standard et ça dégradait, si vous préférez, sa note en matière de points. Et à la fin, il avait un nombre de points et un prix. Et finalement, la machine était capable de donner à l'acheteur une vision de où se trouvait chacune des offres. Et ça, tout au moins ce que disait BP, ça a accéléré vraiment le temps de traitement des contrats. Voilà, mais ça, c'était un exemple sur les achats. Sur les ventes, effectivement, la variété des conditions fait que c'est très difficilement automatisable. Emmanuel? Alors, si je peux me permettre, deux réactions. De mon point de vue, la définition du besoin, elle est essentielle. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a des produits qui sont disponibles qui permettent de traiter le business transactionnel assez facilement. La complexité va être ce qu'a évoqué Nicolas, les contrats clients qui changent les uns après les autres, sur lesquels on va devoir faire du back-to-back. Donc là, il y a une définition du besoin, de l'objectif que l'on souhaite atteindre qui me paraît essentielle. Et quand on dit objectif, alors ça va être est-ce qu'in fine, je vais vouloir implémenter un outil qui a des fonctionnalités d'intelligence artificielle de type machine learning? Donc, comment je vais enseigner à cet ordinateur à repérer les clauses qui posent problème sur la base d'un référentiel que j'aurais clairement défini? Là, il faut être conscient que pour arriver, c'est la Rolls-Royce, il faudra mettre des moyens, il faudra prendre du temps pour éduquer la machine. Donc, qui dit du temps dit mettre des ressources également. Est-ce que l'on va vouloir traiter en priorité la vitesse de formalisation des contrats? Puisqu'aujourd'hui, c'est un gros problème dans les entreprises, et particulièrement dans les entreprises de droit civil avec un esprit un peu latin à négocier chaque morceau de clause. C'est la vitesse de formalisation de contrat. Est-ce que c'est cet objectif-là que l'on veut faire, donc plutôt côté vente et côté réponse à appel d'offres? Ou bien, est-ce que l'objectif principal que l'on va vouloir poursuivre, c'est gérer les événements, garder la trace, préparer des dossiers de contentieux, de pré-contentieux? Donc, ça me paraît essentiel. Un autre aspect qui me paraît hyper important et qui est souvent négligé de mon point de vue, c'est les moyens qu'il faut allouer pour la mise en place de cet outil. Et là, on arrive sur la problématique on va dire, on a confié à un éditeur de logiciels, plus un consultant, le soin de mettre en place cet outil en interne. Simplement, cette personne ne connaît pas les procédures de l'entreprise, ne connaît pas les personnes, ne connaît pas les référentiels, et obligatoirement, il va falloir des ressources internes propres au métier, donc des contract managers, et des contract managers chevronnés, qui vont devoir être détachés ou dédiés à cette tâche. Et ce que j'entends souvent et qui me fait un peu froid dans le dos, exactement, à ce projet. Et ce qui fait un petit peu froid dans le dos, pour l'avoir vécu sur d'autres initiatives plus simples par le passé, c'est quand une personne, on dit, elle travaillera 20% de son temps au déploiement de l'outil. Là, dès le départ, on sait que ça ne fonctionnera pas. Quand la personne va recevoir le cahier de test, va recevoir les premiers livrables de l'entreprise, il lui faudra beaucoup plus qu'une journée par semaine pour avancer. D'où l'idée finalement de bien valoriser le KPI et le ROI qu'on aura dessiné au départ de ce qu'on
établissait dans le périmètre les ambitions et la valeur que l'on va créer. Est-ce que c'est cette condition-là qui fait que les moyens, du coup, on arrive plus à les mobiliser? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, mais aussi Daniel et Emmanuel, je pense que oui, ce qui est fondamental, c'est l'objectif. C'est la première règle. Emmanuel, elle l'a dit aussi, il faut être accompagné par des contract managers expérimentés. Ensuite, comme je le disais en préambule, et c'était notamment repris par Nicolas, on est dans des contrats complexes. On n'est pas dans des contrats simples, CGA, c'est toujours des contrats complexes. Et après, et Hélène, vous êtes bien placée pour le savoir, que je pense que le chemin de la réussite, c'est de mettre en place un chemin. Quel est le chemin? Dire demain, j'y vais ex abrupto, comme diraient les latins, dire de manière forcée vers la digitalisation, c'est un échec. Donc oui, il faut mettre un chemin. Après, Emmanuel parlait d'intelligence artificielle. Là-dedans, ça regroupe pas mal de notions. Ça regroupe le machine learning, comme le disait, où on fait du feature extraction, ou l'homme l'aide. Après, l'étape d'après, le deep learning. Le deep learning suppose qu'on ait fait, du machine learning, et 2, qu'on ait un très gros volume de données. Et ça, beaucoup l'oublient. Donc je pense qu'il y a un chemin à mettre en œuvre. Et tous les acteurs qu'on voit qui veulent se digitaliser parce que le copain de la promo d'à côté s'est digitalisé, ou qui font de la digitalisation très statique, qui font de l'archivage pur, ça reste un peu lettre morte. Donc pour moi, il y a un chemin, et ce chemin ne peut se faire que par un objectif. Et comme disait Emmanuel, aussi avec les contract managers chevronnés. Nicolas? Ouais, je voulais dire, il y a un chemin, et je pense qu'il est long, en fait. C'est-à-dire que imaginer digitaliser une fonction comme ça rapidement, ça me paraît un peu illusoire. Ou alors on va se retrouver dans un outil effectivement qui sera peut-être pas adapté, qui sera pas nourri et qui finalement sera peu utilisé, et où les personnes vont rentrer des données parce qu'il faut rentrer des données dans un outil, et puis voilà. Je pense que, alors sans aller jusqu'à comparer un ERP, mais il faut que les personnes qui décident d'aller dans cette démarche-là se disent: je veux intégrer cette gestion contractuelle à la marge de mon entreprise. Ce n'est pas une fonction qui a besoin d'un outil, en fait. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel, tout à fait, Nicolas. C'est la question qui vient derrière, c'est qui va utiliser l'outil? Est-ce que c'est un outil d'entreprise ou est-ce que c'est l'outil d'une fonction? Et là, on n'a pas du tout les mêmes publics, on n'a pas la même éducation et on ne doit pas embarquer les mêmes personnes. Si on essaye de le faire que aux bornes du contract management, ça va être un gros investissement sur lesquels on va peut-être avoir des retours sur investissement un peu minimes, tandis que si c'est intégré comme un outil d'entreprise à utiliser par toute une population projet, là on pourrait, je pense, en retirer les fruits, mais ce n'est plus le même investissement. Daniel, vous êtes dans cette justement vision-là en interne? Exactement, et pour nous, on a apporté la réponse. La réponse pour nous, c'est le contract management fait partie du project management. Donc on est dans la gestion de nos projets, parce que c'est notre ADN, les projets pour notre propre compte et les projets pour nos clients. Et en fait, ces outils doivent être réellement des outils de support. Après, on travaille également sur nos pratiques, essayer de coucher un référentiel de pratiques communes, de coaching également, pour faire monter en compétences, comme on en parlait au début de l'entretien. Et puis, une question qu'il faut aussi se poser, c'est que tous ces outils sont en mode SaaS. C'est-à-dire qu'on va y venir certainement après sur les freins au changement, mais c'est-à-dire que ça fonctionne sur un business model de licence. Donc, essayer d'apprécier le nombre d'utilisateurs, le coût. Emmanuel disait dans le mapping, une grande partie des acteurs ont disparu. Donc, vous partez avec un acteur et 5 ans après, il n'est plus là. Vous faites quoi? Comment vous rendez réversible l'investissement que vous avez lancé? Aujourd'hui, est-ce que vraiment le marché est mature? Donc, effectivement, sur les ERP, il y a eu du nettoyage. Aujourd'hui, il y a quelques leaders, mais... Alors, ce marché, justement, si on regarde un peu l'état de l'art aujourd'hui pour servir ces enjeux que vous décrivez bien, qu'est-ce que vous diriez? Où c'est qu'on se situe concrètement sur la technologie qui vous est proposée? Ce que vous en savez, ce que vous craignez?
Comment vous percevez justement ce marché-là aujourd'hui? Marché essentiellement en mode SaaS, effectivement. Donc nous, par exemple, on a des projets nucléaires civils, nucléaire défense. Hors de question d'aller héberger ça en mode SaaS. Il faut que ce soit sur nos propres serveurs. Donc déjà, c'est un frein. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce que l'on peut faire? Même si on va vous dire, le serveur est hébergé en Allemagne, etc. Non, serveur interne à l'entreprise. Donc on a... on a ce type d'enjeu. Après, effectivement, il y a quelques acteurs qui se démarquent. Je ne sais pas si on va pas les citer, mais pas là pour faire de la promotion. Il y a également des sociétés de conseil qui accompagnent la mise en œuvre de ces solutions. Travailler sur nos business process, c'est très, très important, essayer de voir qu'est-ce que l'on veut adresser. Voilà. Nicolas, Emmanuel, comment vous percevez justement aujourd'hui ces outils? Qu'est-ce que leurs bénéfices? Comment vous... Alors sur la partie, je pense que sur les outils, effectivement, moi de ce que j'ai vu, alors j'ai pas, je pense que c'est Emmanuel peut-être qui a le plus audité, si j'ai bien compris de nous trois. Moi ce que j'ai pu voir effectivement, c'est qu'il y a un peu deux univers. Il y a l'univers pré-contrat et l'univers exécution de contrat. J'ai l'impression qu'il y a une plus forte maturité quand même sur la partie pré-contrat. Donc ça va être effectivement des analyses d'écart entre des règles internes et puis ce qu'on peut accepter ou pas. Ça va être du stockage de données, ça va être de l'approbation automatique ou au moins des flux automatisés d'approbation, d'escalation de clauses, des templates déjà prêts à l'utilisation. Voilà. Après, sur la partie... ce qui m'intéresse le plus, évidemment, je dirais en tant que contract manager, la rédaction du contrat est fondamentale, parce que c'est là où on peut effectivement partir ou pas gagnant, ou au moins pas perdant pendant l'exécution du contrat, en fait. Donc l'énergie, elle est forte à mettre au niveau de l'acquisition. Par contre, après, en termes d'exécution, je n'ai pas vu beaucoup d'outils, alors j'en ai pas vu beaucoup non plus, mais ceux que j'ai vus n'étaient pas très convaincants, on va dire, sur l'aspect... suivi du contrat. C'est-à-dire on pouvait facilement enregistrer l'historique, la correspondance, le passage de jalons, etc. pour garder cet univers-là. Mais par contre, dès que ça rentrait dans l'analyse prédictive ou prescriptive, en fait, il faut un tel flux de données pour pouvoir faire en sorte que l'IA sorte quelque chose de cohérent. Il faut des années, en fait. Il faut des années et des années de saisie. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu pour l'instant, à part évidemment qu'on a des démonstrations commerciales où évidemment on a appris, les personnes ont fait apprendre à la machine certaines choses, mais il faut savoir qu'avant de sortir ça, ça va être très complexe. Emmanuel? Je pense qu'il faut être humble et essayer de ne pas se doter d'un outil qui fasse tout. Faut y aller étape par étape. Après, il faut s'assurer que les fonctionnalités sont présentes. Sur les outils disponibles sur le marché, il y a des choses que j'ai trouvées plutôt correctes, mais vraiment orientées transactionnelles. Malheureusement, c'était pas du tout le business que je souhaitais adresser. Moi, c'était les projets complexes avec des contrats clients qui changent à chaque fois et des back-to-back à mettre en place, plus une gestion des événements. Donc là, tout de suite, on a touché certaines limites des outils. En revanche, il y a des choses qui sont apparues, des outils qui sont, de mon point de vue, assez puissants pour traquer les événements, l'enregistrement, les conséquences, la gestion des risques et opportunités associés. J'ai également vu un bel outil en matière de recherche par mots ou en sémantique pour retrouver des échanges pas possibles. C'est l'outil qui avait été développé par Piment, qui a été développé. Le Didier et ses équipes étaient venus nous faire une présentation. J'avoue que j'avais été assez impressionné des capacités de l'outil en termes pour retrouver des échanges. Encore faut-il que ces échanges soient enregistrés à un même endroit. Encore faut-il qu'on ait une rigueur d'entreprise qui fasse qu'on n'utilise pas nos boîtes mail professionnelles personnelles, puisqu'une fois qu'on aura quitté l'entreprise, eh bien la boîte mail, elle disparaît quasiment. Donc, mais sur les outils disponibles sur le marché, ça change beaucoup, ça change vite. Si vous prenez l'exemple, je citerai un autre outil en matière de gestion documentaire, Aconex, avec des fonctionnalités de BIM
qui permettent d'identifier tout de suite, d'analyser automatiquement des schémas et des plans avec des modifications opérées par le client et d'identifier tout de suite les écarts sur des plans, c'est c'est génial. Un technicien vous dira oui, mais c'est pas parfait. Mais c'est déjà une première chose, l'identification de l'écart. Donc il faut être humble et bien comprendre qu'on doit y aller étape par étape. Et c'est pour ça que en France, les acteurs se regardent les uns à côté des autres en disant il y va pas, pourquoi j'irai pas? Ah ben il y a trop de coûts associés, mais peut-être qu'il faut y aller vraiment étape par étape et être capable d'expliquer à son financier voilà, sur la première année, voici l'objectif que l'on va atteindre. Au bout d'un an, on aura atteint tel autre objectif, je m'engage à telle hausse de productivité. Et l'année d'après, ce seront encore d'autres avantages pour l'entreprise. Si on n'est pas capable, si on nous demande d'atteindre les résultats que l'on promet au bout de l'année 3, dès la fin de la première année, le projet il ira droit dans le mur. Ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est mon expérience de déploiement de ce type de solutions similaires. Pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, il faut bien différencier les contrats transactionnels de transactions pures. Des contrats que toutes ces personnes, dont Piment aussi, gèrent, ce sont des contrats de projets complexes. Et là, on est clairement dans un autre domaine. Et il faut bien avoir en tête que c'est un processus qui est long, un processus qui est par étapes, un processus où on veut souvent interpréter. Je rappellerai une citation qu'on prête à Richelieu, mais qui est plutôt de Jean Le Verdemont, un magistrat. Donnez-moi 6 lignes de non-état, et j'arriverai à le faire pendre. Donc attention, l'interprétation est toujours hasardeuse. Donc ça demande, comme le soulignait Nicolas, de très gros volumes de données. Donc on ne fait pas un projet de digitalisation de contract management avec quelques éléments et un contract manager, et allez, vas-y. Je pense que c'est un projet d'entreprise. Cette notion justement de données, comment je pense la traiter et la valoriser, ça c'est des éléments aussi qui structurent vos démarches, vos réflexions. Où elle se situe cette data dans toute cette histoire, dans vos organisations, dans tout ce que vous pouvez mettre en œuvre? Alors, une préoccupation annexe, majeure, c'est-à-dire que nous, on travaille avec un outil de gestion électronique documentaire, c'est-à-dire que l'ensemble des flux de production documentaire, que ce soit technique, spécification, plan, et correspondance, je dirais contractuelle ou correspondance même informative, si vous préférez, passe par cet outil. Donc on a une traçabilité, si vous préférez. Et ça a été déployé. Effectivement, on avait une GED de production interne, on a également une GED de communication avec nos clients. Après, sur la donnée contractuelle, sur la gestion des changements, il faut également être capable d'impliquer le client. Parce que vous détectez un changement sur votre projet, vous le notifiez à votre client. Vous le notifiez comment? Vous le notifiez à travers la GED ou vous le notifiez à travers l'outil d'administration du changement. Donc vous avez un outil qui s'appelle CEMAR qui gère ça. C'est pas excessivement ergonomique, si vous préférez, mais si le client n'en veut pas, généralement il y vient. Quand vous l'utilisez, il est noyé par une notification, il voit un intérêt à prendre une licence pour pouvoir avoir les tableaux de bord et pouvoir faire ses suivis, si vous préférez, de change. Bon. Mais a priori, quand vous parlez de contract management à un client, il vous dit, mais attendez, il va me faire des réclamations. Et donc, nécessairement, il n'a pas forcément envie d'y adhérer. Hein. Et adhérer à un outil commun, c'est également pas forcément évident. Mais bon, ce qui est clair, ça fait partie de l'ADN sur beaucoup de sociétés. Effectivement, il y a une notion aussi sous-jacente, c'est le côté collaboratif, transversal de ces types d'approches, d'outils. Ça, Nicolas, vous... Effectivement, c'est un peu plus facile si la partie en face utilise des mêmes outils pour pouvoir simplement échanger rapidement. Et là, je pense qu'il y a aussi une dimension culturelle qui peut jouer, parce que quand on travaille avec, on va dire, des Français, c'est pas la même chose qu'avec des Anglo-Saxons. C'est pas la même typologie. Ils sont beaucoup plus axés contract management. Pour eux, en fait, la gestion de projet, il y a du contract management, c'est inné, alors que nous, la gestion de projet reste, je pense, de par les formations des personnes qui les font, d'ingénieurs.
je n'ai pas de problème à en parler parce que j'en suis. En fait, on a une formation technique. Après, on rajoute une couche financière, mais c'est technico-financière. La gestion contractuelle, on ne l'apprend pas spécialement, on va dire, dans notre formation. On l'apprend sur le tas et globalement, soit ça nous intéresse, soit ça ne nous intéresse pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés industrielles dans lesquelles le project management reste très technique. Donc, ça fait partie de ces freins, justement, au changement, à la capacité à mettre en œuvre cette moi, je pense que c'est plutôt une opportunité, en fait. Ouais. Je le vois plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les project managers, il y en a qui ne sont pas spécialement intéressés par ça. Par contre, il faut bien, enfin, ils vont y venir un jour. Parce que voilà, on voit que l'ère de la gestion de projets techniques, financières est en train d'évoluer pour mettre le contract management et la gestion contractuelle au cœur. Et ça sera pour moi un triptyque, j'ai envie de dire, dans lequel le contract management doit prendre sa place et la digitalisation va aider. C'est-à-dire que des contract managers sur des projets complexes, oui, je pense qu'il y en aura tout le temps, même quand il y aura une digitalisation. On va dire, l'outil digital permettra au contract manager certainement d'avoir une plus-value sur des tâches particulières et pas passer trop de temps. Donc lui, il gagnera du temps. Par contre, sur des contrats d'achat pour supporter les acheteurs à suivre la performance de leurs contrats fournisseurs ou des project managers sur des projets de moindre ampleur, j'ai envie de dire, qui ne nécessitent pas spécialement des contract managers, évidemment que pour moi, les CLM ont toute leur place pour les accompagner. Aujourd'hui, je pense que sur des projets d'une certaine taille, on n'est plus en train de faire un projet, un planning sur Excel. Pour trouver un chemin critique, c'est impossible. On utilise des logiciels adaptés. Emmanuel, en fait, c'est un peu pareil. Sur cette notion justement de frein, de culture, du changement. Je vous voyais hausser les sourcils tout à l'heure. Non, je pense que déjà on a eu entre guillemets le malheur de vivre le Covid, mais que le Covid a aussi des effets positifs puisqu'on s'est retrouvé confinés chez nous. Et aujourd'hui, ne serait-ce que ma participation à ce meeting à distance n'aurait pas été possible, je pense, il y a 1 an et demi ou 2. Et que aujourd'hui les outils et l'accompagnement via des moyens informatiques et logiciels est ancré un petit peu plus dans la société de manière générale. Alors pour changer les mentalités, c'est pas évident. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que il suffit d'avoir quelques personnes convaincues. Les jeunes project managers sont plus férus de technologies, d'outils de type informatique. Il y a une culture du contract management et une influence du contract management qui est grandissante année après année, obligatoirement. Les outils qui viennent encadrer cette gestion de la relation contractuelle vont se développer et dans quelques années, on ne se posera même plus la question de savoir, en fait, si l'entreprise doit ou non se doter de l'outil. Et pour revenir à quelque chose qui a été dit en début de réunion, je pense que la différence se fera entre ceux qui se seront dotés des outils au bon moment et ceux qui ne se seront pas du tout dotés des outils. Et on verra très rapidement les différences entre des gens qui vont passer des heures à éplucher 400 boîtes d'échanges, des milliers de mails et qui vont y passer des heures pas possibles, alors qu'avec un certain logiciel, des reconnaissances OCR pour reconnaître le texte, de la recherche sémantique, de la recherche par mots-clés, allez, sur une petite semaine, les 400 boîtes, elles sont épluchées et on sait exactement où il faut chercher et on va gagner du temps. Et la clé de la réussite aujourd'hui, c'est le temps. C'est mon approche sur ces outils-là. Donc, Didier, je vous voyais prêt à réagir. Et ce sera les mots de la fin, parce qu'on se rappelle quand même on va dire le questionnement du départ, c'est ce contract management à l'ère du digital. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme smart, une transformation smart? Les mots de la fin, c'est oui, non, à condition. Le mot de la fin, Emmanuel l'a donné, c'est que de toute façon, elle doit se faire avec le contract manager, elle doit être en symbiose avec le contract manager. Et Emmanuel n'a pas prononcé le mot, mais il y a ceux qui y seront allés et ceux qui auront eu peur. Et je rappelle ce que disait le cardinal de Ré,
parmi les passions, la peur est celle qui affaiblit le plus le jugement. Donc le mot de la fin, c'est n'ayons pas peur, parce que de toute façon, nous devrons y aller. Daniel, votre mot de la fin sur ce thème? Oui, en fait, il faut aussi le voir sur de l'aide à la décision, hein. Le contract manager reste, et le juriste également d'entreprise, hein, reste pleinement impliqué dans la gestion des projets. Effectivement, ça doit être vu comme un outil analytique pour que les professionnels du contract management donnent du sens et se concentrent sur les tâches essentielles. Effectivement, quand vous devez éplucher des boîtes mail, c'est loin d'être passionnant, et pourtant on le fait tous. Donc c'est de retracer quelque chose. Donc effectivement, la maturité de ces outils est en train de croître. Et effectivement, il faut regarder et ne pas oublier de monter dans le train. Voilà. Nicolas? Alors pour conclure, je dirais qu'il ne faut surtout pas en avoir peur. Il faut y aller. Par contre, il faut faire, on va dire, une démarche construite et structurée pour y aller, de se poser les bonnes questions, pour avoir le bon outil, pour les bons objectifs et trouver en interne les bonnes personnes qui vont l'implémenter et puis après faire vivre l'outil. Très bien. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de ne pas avoir eu peur d'être venu aujourd'hui à mes côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. à tous. Merci beaucoup de votre Encore un accueil. grand merci à tous ceux qu'on ne voit pas, mais promis, bientôt on pourra réouvrir ce superbe endroit. Donc encore merci à vous messieurs de nous avoir accordé ce temps-là et la qualité de nos échanges aujourd'hui. Et puis encore là aussi toute notre gratitude au Life Hub de Groupe Bayer pour nous avoir accueillis. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à encore. tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.